Alors Tom, plein de questions déjà, mais déjà la question de l'affichage des Nations Unies, est-ce que le fait qu'en leader d'un cluster, on aura une ONG, est-ce que malgré tout, ce n'est pas simplement l'image des Nations Unies qui ressort pour les populations, pour les gouvernants? Donc est-ce que l'affichage des Nations Unies, ce n'est pas le premier problème, tel que Pierre Micheletti le soulevait? Puis après, il y a toutes les questions de la lourdeur qui ont été évoquées, de la bureaucratie supplémentaire, qui sont des questions aussi fortes. Et finalement, la question qui est derrière tout ça, c'est aussi la marge de manœuvre des ONG au sein des clusters. Quelle est-elle, cette marge de manœuvre? Donc l'affichage des Nations Unies, la bureaucratie et la marge de manœuvre réelle des ONG au sein de ces nouvelles structures. Merci. Merci pour les questions, les observations. Mais moi aussi, j'ai travaillé sur le terrain et pour des ONG avant. Je suis pas, comment dire, un fonctionnaire de l'ONU depuis toute ma vie. L'affichage, il y a 3 ans, les ONG et l'HR, ils travaillent ensemble aussi. Le PAM a toujours travaillé avec des ONG. Je veux dire, il y a toujours une coopération ou une collaboration entre beaucoup d'ONG et des agences ONU sur le terrain. Est-ce que l'affichage était tellement différent que maintenant, je ne sais pas. Mais je suis sûr que dans certains pays, ça peut être plus compliqué que dans d'autres pays. Mais il y a toujours été une coopération entre les acteurs humanitaires, onusiennes ou non onusiennes. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... Et si c'est une question si la question d'affichage a à voir avec le fait que le cluster lead, c'est une agence de l'ONU, pourquoi pas dans votre secteur, ou pourquoi pas pousser pour que ça soit une ONG qui devient le chef de file d'un cluster? Ça ne doit pas forcément être une agence de l'ONU. Pas du tout. Il y a des pays où c'est le cas. L'alourdissement des procédures, là aussi, si on veut coordonner mieux, soit on le fait par envoyer par avoir une plateforme sur Internet, soit on le fait par des réunions. Mais avant, il y a 3 ans, il y avait des réunions aussi. Moi, j'ai travaillé sur le terrain il y a 3 ans aussi, avant qu'on parlait des clusters, mais il y avait autant de réunions que maintenant. Parce que les acteurs qui travaillaient dans la santé, ils se voyaient quand même. Il y avait des réunions d'OCHA, d'information hebdomadaires, tout le monde était là. Il y avait des briefings de sécurité, tout le monde était là. Les acteurs qui travaillaient dans le secteur d'éducation, ils se voyaient aussi. Donc, est-ce que ça a tellement changé dans la pratique? J'en suis pas convaincu. Mais si c'est le cas dans un tel ou tel pays, ce sont des choses à résoudre sur place. Et puis, il faut nous laisser savoir, parce que c'est un système qu'on est en train de développer. Ça existe depuis 3 ans seulement, donc il y a encore plein de choses à améliorer. Et puis, en ce qui concerne, c'était quoi le 3e point? C'était la marge de manœuvre finalement des ONG au sein des clusters. Vous venez de dire par exemple que si une ONG est leader sur un cluster, ça effacerait quelque part l'image des Nations Unies. C'est une question à se poser. Mais donc, plus globalement, quelle sera la marge de manœuvre de ces ONG? Là, quelque part, je suis d'accord. Ça a beaucoup à voir avec des personnalités. Il y a des gens aussi, parce que parfois on a plus de problèmes pour expliquer la réforme humanitaire et convaincre nos collègues onusiens que certains ONG. Et il y a certaines agences onusiennes qui ont peur qu'ils seront moins affichés. Et ça, c'est vrai. Il ne faut pas oublier, il y a quand même des gens qui ont travaillé depuis des années dans une telle agence, puis pour eux aussi, c'est un grand changement. C'est un changement de mentalité aussi pour des gens qui ont vécu ou qui ont passé toute leur vie dans une telle ou telle agence. Donc là aussi, on a beaucoup de travail à faire. Mais ça dépend beaucoup de personnalité. Et puis moi aussi, je peux donner, il y a des cas où ça ne marche pas du tout et où ça n'a jamais marché, même avant le cluster approach. Et puis il y a des pays où on a vu une amélioration. Mais le 3e point, là, je suis tout à fait d'accord. Les 2 autres, ce sont des choses, si vous avez des idées ou des alternatives pour améliorer, il faut le dire, au niveau global, au niveau pays, mais s'il y a des problèmes, il faut les résoudre. Joseph Dato, médecin du Monde. Merci. Moi, je trouve intéressant la question finalement, comment elle est posée par la maison, c'est-à-dire le CICR, fin de l'indépendance. Et en fait, cette question est très ancienne.
Parce que en 92, comme on l'a rappelé tout à l'heure, je crois que c'est Ronnie Bowman qui en parlait en 92, déjà sur la question du conflit en ex-Yougoslavie, c'était pas un problème de cluster qui se posait, c'était un problème de coordination. Je m'explique. Les ONG travaillaient sous la coordination d'une agence qui, en l'occurrence, était le HCR, de 92 à 96, si mes souvenirs sont bons. Et déjà à l'époque, la question se posait de façon un peu difficile parce que nous avions, pour certains d'entre nous, les ONG, je veux dire, déjà des plaques d'immatriculation des Nations Unies alors qu'on n'y travaillait pas, et puis des papiers d'identité, des cartes d'identité UN, que j'ai demandé à mes équipes lorsque j'étais coordinateur sur le terrain de les déchirer parce que nous n'étions pas membres des Nations Unies. Donc la question de la confusion, donc de l'indépendance, donc de la perception, était déjà très très aiguë bien avant les clusters, puisque des faux employés finalement des Nations Unies se promenaient avec des vrais faux papiers des Nations Unies au milieu des peuples déchirés par le conflit pendant 5 ans, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi je pense que c'est bien qu'il y ait des réformes avec tout ce que vous venez de mentionner, qui au fond, ce que vous venez de mentionner, c'est le problème des gens qui ne veulent pas être réformés dans le système. On est loin du sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est quel est l'impact d'une réforme telle que, c'est-à-dire celle des clusters et autres, si elle marche tant mieux, sur des territoires et des populations, quel est l'impact humanitaire dans des régions où finalement il y a une hostilité diffuse qui se propage, où c'est de plus en plus difficile de travailler dans certains contextes. Est-ce que c'est la bonne réponse? Le modèle, moi je ne crois pas que ce soit pas la bonne réponse, et je pense que des alternatives, ce sont justement une approche contexte par contexte, optimisée en fonction des acteurs qui sont là, pour répondre aux besoins humanitaires dans la mesure où on peut y répondre. Deuxième réflexion. Troisième réflexion, le Caucase, territoire que j'ai eu l'occasion de longtemps pratiquer, a été le laboratoire de l'échec des clusters, de l'échec de tout le Caucase, pas de l'échec juste parce que la contextualisation n'était pas faite, juste parce qu'on pensait encore qu'il fallait un modèle pour approcher la question tchétchène, etc., d'une façon globale. Or, ça n'a jamais pu démarrer, et c'est en train de se finir, 15 ans quand même d'histoire, avant d'avoir pu commencer. Donc, au total, fin de l'indépendance, c'est une vieille question qui devient de plus en plus aiguë, parce que le problème devient, à mon sens, en tout cas de plus en plus aigu, est-ce que, selon vous, cette réforme, avec les bonnes choses qu'il y a sans doute dedans, va permettre une meilleure acceptation au fond, donc une meilleure efficacité de nos aides les uns et les autres auprès des populations? Merci. Ronnie Bowman voulait réagir sur cette intervention de Joseph, et ensuite on réagira. Enfin, de Joseph, de Pierre, d'Anne, auparavant, je constate, sans qu'il y ait eu de concertation, qu'il y a tout de même une sensibilité partagée et des thèmes d'interrogation qui nous sont absolument en commun. Donc il y a quand même, cher Tom, un problème qui mérite d'être pris en considération. Mais le mot que je voulais ajouter, concerne le Darfour, pas du tout en rapport avec l'actualité de la CPI, on y viendra sans doute plus tard, mais c'est pas étranger évidemment à la question qu'on discute aujourd'hui. Je voudrais rappeler que le Darfour, enfin rappeler ou indiquer, mais je crois qu'on l'a déjà dit ici, que quelles que soient les horreurs qui se sont passées au Darfour, du point de vue de la réponse internationale en termes d'aide, le Darfour est un grand succès. C'est évidemment un désastre politique, mais c'est un succès des opérations d'aide. Je crois qu'il y a très peu de situations, à mon avis même c'est la seule, au cours de laquelle l'ensemble du dispositif humanitaire, Nations Unies et ONG, toutes ensemble, et avec des mérites divers mais partagés, l'ensemble donc de la communauté de l'aide, pour le dire dans ces termes-là, peut se féliciter d'avoir sauvé des dizaines et des dizaines de milliers de vies. Donc ce conflit a tué des centaines de milliers de personnes, mais si l'opération d'aide n'avait pas eu lieu, on peut considérer que le bilan aurait été probablement encore doublé du fait de la famine et des épidémies qui n'auraient pas manqué de s'y développer. Or, ça n'est pas, selon un système de cluster, que ce dispositif s'est mis en place. Et je dois même dire qu'à partir du moment où les clusters ont été mis en place, ils sont devenus, le paradoxe mérite d'être étudié de près, moi je ne peux pas, j'ai pas tous les éléments, mais ils sont devenus un instrument entre les mains du HAC, donc le département ministériel soudanais chargé de l'organisation de l'aide humanitaire. Ils sont devenus donc entre les mains du HAC